Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aller voir ce qui se cache derrière une analyse d'accident un peu trop rapide. On va essayer de découvrir ensemble les vraies raisons, celles qu'on ne voit pas au premier coup d'œil, qui mènent à un problème. C'est parti. Ah, la voilà, la fameuse conclusion. C'est sans doute la plus courante, mais aussi la plus trompeuse qu'on puisse trouver dans une enquête. C'est simple, c'est direct, ça désigne un coupable. Le problème, c'est que bien souvent, l'analyse s'arrête là. Et le vrai problème, lui, reste bien caché. Et voilà la question. C'est celle-là qui devrait être le véritable point de départ de n'importe quelle enquête sérieuse. Parce qu'elle nous force à creuser, à ne pas se contenter de l'explication la plus facile. C'est vraiment ici que le travail d'analyse commence. Allez, première étape. On va s'attaquer à l'erreur la plus commune, ce réflexe quasi naturel qu'on a tous. Chercher un responsable avant de chercher une cause. En fait, il y a deux approches complètement différentes. La première, c'est de se demander qui. Ça mène directement au blâme et on n'avance pas. La seconde, qui est beaucoup plus constructive, c'est de se demander pourquoi. Et là, on se met en chemin pour comprendre la source du problème et donc pour trouver des solutions qui vont durer. Des phrases comme « il a glissé » ou « la machine s'est arrêtée », en réalité, ce ne sont que des constats, ce ne sont pas les causes profondes. S'arrêter là, c'est un peu comme mettre un pansement sur une blessure sans jamais la désinfecter. On traite le symptôme, mais pas la maladie. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va soulever un premier voile. On va essayer de découvrir les facteurs qu'on ne voit pas tout de suite, ce qu'on peut appeler les dangers cachés. Et là, on aborde un concept absolument essentiel, celui des causes latentes. Il faut imaginer ça comme des sortes de pièges silencieux, qui sont là, dans le système, parfois depuis très longtemps, et qui n'attendent qu'un petit déclencheur pour que l'accident se produise. C'est vraiment ça qui prépare le terrain. Pour que ça soit un peu plus parlant, voilà quelques exemples très concrets. Des équipements de protection usés qui n'ont pas été remplacés, une machine qui est mal entretenue peut-être par manque de temps ou de budget, ou même un poste de travail mal pensé qui oblige à prendre une mauvaise posture. Chacun de ces éléments, c'est une petite bombe à retardement. Et cette phrase, elle change tout dans notre manière de voir l'erreur humaine. Parce que souvent, un comportement à risque, ce n'est pas un choix conscient de se mettre en danger. C'est plutôt une adaptation forcée à un système qui a des failles. On s'adapte à la fatigue, à la pression du temps ou à des risques que tout le monde prend pour que le travail puisse se faire. Ok, on a gratté la surface. Maintenant, on va plonger encore plus profond, vraiment au cœur du réacteur. C'est là qu'on découvre que les vraies racines de la plupart des accidents se trouvent dans les décisions prises au niveau de l'organisation et du management. Là, le projecteur se déplace complètement. On ne regarde plus l'individu, mais l'environnement de travail. Des procédures qui ne sont plus à jour, un manque de personnel qui devient la norme, ou cette petite phrase terrible « on a toujours fait comme ça ». Tous ces éléments créent un terreau fertile où l'accident n'est plus une question de si, mais plutôt une question de quand. Et là, c'est le moment où tout s'emboîte. Regardez bien cette chaîne, mais en partant de la fin. L'incident, un opérateur glisse. Pourquoi ? C'est la cause latente. Le sol était complètement usé. Mais pourquoi on ne l'a pas remplacé ? C'est la cause organisationnelle. Le budget pour la maintenance a été coupé. Et tout au début de la chaîne, on trouve quoi ? Une décision managériale, celle de prioriser la production sur la sécurité. L'accident n'est donc plus un coup du sort, mais la conséquence presque logique d'une décision prise bien en amont. On arrive à la fin, et c'est peut-être le plus important. Comment on passe de l'analyse à l'action? Et surtout, comment on fait la différence entre les actions un peu cosmétiques et les vraies solutions qui changent le système? La différence est énorme. D'un côté, on a les actions faibles. C'est facile, ça ne coûte pas cher, un petit rappel des règles, une formation rapide, ça donne l'impression d'avoir agi. Mais de l'autre, il y a les actions fortes, celles qui fonctionnent vraiment, mais qui demandent plus d'efforts, changer un équipement, repenser l'organisation, améliorer concrètement les conditions de travail. Et c'est ça, le plus grand danger d'une analyse qui ne va pas au fond des choses. En se contentant d'une solution rapide pour un problème de surface, on peut se persuader que tout est rentré dans l'ordre. Mais en réalité, les causes profondes, elles, sont toujours là, prêtes à déclencher le prochain accident, peut-être encore plus grave. Ce qu'il faut retenir, au final, c'est ça. Le but d'une bonne analyse, ce n'est pas de trouver qui a fait une faute. C'est de comprendre pour pouvoir s'améliorer. L'objectif, ce n'est pas de punir, mais de transformer le système pour le rendre fondamentalement plus sûr pour tout le monde. Alors, pour terminer, on peut se poser la question. Si on applique ce regard critique autour de nous, au travail ou ailleurs, où est-ce qu'on peut identifier ces solutions rapides, ces pansements qui cachent peut-être des problèmes bien plus profonds? La réponse pourrait bien changer notre façon de voir les choses. Merci beaucoup.